ravi de vous retrouver dans cette émission consacrée au bien-être sur Radio Terrazen, la radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Ce soir, nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour son émission mensuelle sur la psychologie, si ce n'est que cette émission est exceptionnelle puisque c'est la deuxième émission du mois de septembre. Nous avons fait une première émission le 1er septembre et ce soir, nous consacrons notre émission au rêve. Pour commencer, je vais demander à Anne-Catherine qu'elle se présente pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas. Oui, alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes qui nous écoutez. Je suis Anne-Catherine Sabas, psychothérapeute, sophrologue. J'exerce donc à Fontenay-sous-Bois depuis 17 ou 18 ans et je suis auteure de plusieurs livres, une vingtaine. Nous avons décidé de faire une émission sur les rêves aujourd'hui parce que beaucoup de mes patients me racontent leurs rêves. Nous travaillons beaucoup sur les rêves et beaucoup d'entre nous, moi y compris bien sûr, sommes régulièrement à la recherche de pistes d'interprétation de rêves. Alors, petite précision, ce que nous faisons, c'est essentiellement pour vous fournir des pistes d'interprétation et des techniques, en fait, pour aller vous servir de vos rêves, pouvoir les explorer d'une manière qui puisse vous aider à comprendre des choses sur vous-même et à accroître votre champ de conscience. Il est évident que analyser un rêve pour quelqu'un est toujours quelque chose d'assez subjectif, d'autant plus quand on n'a pas la personne en face de soi. Donc nous allons parler aujourd'hui de rêves que vous nous avez envoyés. L'idée étant surtout de vous donner des trucs pour pouvoir travailler avec vos rêves qui peuvent vous fournir des indications très très importantes sur vous et sur votre avenir. Alors, nous avons reçu, et nous les remercions, des rêves de certains et certaines auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous les envoyer. Nous allons comment dirais-je, en analyser, enfin Anne-Catherine va en analyser certains ce soir. On ne pourra pas tous les analyser. Je pense qu'on ne pourra pas tous les analyser parce qu'on en a eu un certain nombre. Au cas où, euh, vous avez sur le site de Radio Terrazen, donc www.radioterrazen en un seul mot.net, un bouton qui s'appelle Poser une question, qui vous permet, même là en direct, d'envoyer une suggestion de rêve que vous avez fait sur laquelle il vous intéresserait d'entendre les commentaires d'Anne-Catherine, ou vous pouvez, pour l'émission, et j'en profite pour en parler, que nous ferons la fois prochaine, mardi 6 octobre à la même heure, toujours sur le même thème de l'analyse des rêves. Et vous pouvez donc dès maintenant nous envoyer donc sur Radio Terrazen le bouton poser une question, vos rêves, que si nous n'avons pas le temps de d'en parler ce soir, alors peut-être aurons-nous le temps, en fonction de la quantité que nous allons recevoir, d'en parler la prochaine fois, mardi 6 octobre. J'en profite pour ajouter à Anne-Catherine, à sa présentation, son numéro de téléphone 06 08 94 81 46 pour ses consultations de psychothérapie et son site internet www.anne-catherine-sabas.com. Les tirets sont ceux du 6. Elle est l'auteur de 19 livres, dont 3 manuels pratiques qui ont un certain succès. Le petit manuel de vie pour éviter 10 ans de psy, un titre très amusant et très prometteur. Triompher des manipulateurs, triompher de la souffrance au travail et libérez-vous par le pardon, qui sont tous aux éditions Bussière. Voilà, alors je pense que nous pouvons commencer. Nous allons, comme le disait Anne-Catherine, ne pas centrer l'émission sur de la théorie de rêve. Il existe beaucoup de livres sur les rêves. On ne va pas s'intéresser à quel neurone rêve et ce genre de questions et combien dure le sommeil paradoxal. C'est pas l'objet de l'émission. L'objet de l'émission est de prendre des rêves que vous nous avez envoyés, donc des cas vivants, et d'interroger Anne-Catherine sur le sujet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour nous échauffer un petit peu en quelque sorte, j'ai quelques questions qui peut-être renverront certains auditeurs à des questions qu'ils ont aussi. Anne-Catherine, euh, et je pense un certain nombre de personnes sont aussi dans ce cas-là, parfois du mal à me rappeler de mes rêves. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur se rappeler de ses rêves? Comment faire pour
s'en rappeler mieux, si on n'y arrive pas, etc. Alors, tout d'abord, je crois que la façon dont nous souvenons de nos rêves dépend aussi de notre état. Il y a des phases de notre vie où nous sommes, extrêmement fatigués, où nous sommes, un peu dissociés, où il y a tellement de choses qui se passent en nous que les différentes parties de nous-mêmes ont un peu de mal à communiquer. Et c'est comme si ce qui se passait dans notre inconscient était complètement en dehors de notre champ de conscience et que nous n'avons pas accès à ça. En général, lors d'une psychothérapie, quand quelqu'un commence à se souvenir de ses rêves, c'est assez bon signe. Ça veut dire qu'il y a une jonction qui s'est refaite entre la conscience et l'inconscient. Alors ça, c'est une généralité. Pour se souvenir de ses rêves, au risque de vous sembler drôle, je crois que la première chose à faire, c'est déjà de le vouloir. Parce que notre conscience et notre intention créent déjà une disponibilité et nous permettent en quelque sorte de nous programmer à nous souvenir de nos rêves au réveil. Nous rêvons tous, parfois nous nous en souvenons, parfois non. C'est aussi une question d'habitude. À une époque de ma vie, je m'amusais à travailler avec mes rêves et j'étais arrivée chaque matin à remplir 4 ou 5 pages d'un cahier avec des détails qui devenaient de plus en plus précis à mesure que je m'habituais en fait à essayer de me les remémorer. Donc, se souvenir de ses rêves, c'est d'abord la première phase évidemment avant de se coucher et mettre tout simplement l'intention de se souvenir de ses rêves et puis, peut-être, préparer un dispositif, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être tout simplement un petit carnet et un stylo qui est pas très loin du lit. Il nous arrive souvent en pleine nuit de nous réveiller, à moitié et d'avoir une image, de se dire: «Oh là là, ce rêve, c'est incroyable, il faut vraiment que je m'en souvienne». Parfois, on fait l'effort de se le remémorer en espérant que ça va le fixer et puis, le matin, quand le réveil sonne, tout a disparu et on se dit: «Mince, quel dommage, j'aurais dû le noter». Alors en fait, c'est très simple, sans se réveiller vraiment, il est possible d'écrire un ou 2 mots-clés. Moi, ça m'est arrivé de noter, maison, voiture, arc-en-ciel et cetera et le matin, en relisant le mot, tout le rêve peut, redéfiler. Donc ça, c'est une possibilité et la deuxième, évidemment, c'est au réveil, pourquoi pas avoir un pense-bête? Alors ça peut être, un petit truc qui nous rappelle, pourquoi pas marquer un post-it sur sa table de nuit avec marqué «rêve». L'idée étant que le matin au réveil, on est encore dans un état qui est à mi-chemin entre la veille et le sommeil. L'inconscient est encore très présent, on n'a pas encore installé toutes nos défenses mentales conscientes. Pourquoi pas d'ailleurs mettre le réveil 5 ou 10 minutes plus tôt pour prendre le temps de se reconnecter à ses rêves. Nos rêves, la nuit, sont vraiment un monde qui parle de nous, qui parle de nos profondeurs et pour pouvoir être épanoui dans nos journées, il est évident que si on a un contact avec notre intériorité, ça sera plus facile. Donc le matin, c'est vraiment le temps rêvé, c'est le cas de le dire, pour aller, créer un pont entre la conscience et l'inconscient. Alors pourquoi pas donc avoir un petit pense-bête. Une autre chose que certains utilisent, moi j'ai essayé, ça n'a jamais marché pour moi, mais je l'ai suggéré à plusieurs personnes pour qui ça a fonctionné, c'est, d'avoir une espèce de signe, une action en fait symbolique qui serait par exemple d'avoir un verre d'eau sur sa table de nuit, de boire la moitié du verre avant de se coucher et de se dire: «Quand je vais me réveiller et boire l'autre moitié, mes rêves reviendront». En fait, il s'agit d'associer un acte à cette volonté, cette intention de se souvenir de ses rêves, par exemple. Et bien sûr, ne pas se décourager, ça peut prendre du temps avant qu'on ait, des bribes de rêves qui reviennent et bien sûr, c'est comme tout, hein, c'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il va se développer, donc ne pas se décourager et puis commencer vraiment à s'intéresser à ses rêves parce que nos rêves sont comme nous tous, plus on s'y intéresse, plus ils nous donnent d'eux-mêmes. Alors, une question qui me vient lorsque je vous écoute, qui est, le sous-entendu est qu'on rêve, j'allais dire forcément. Est-ce qu'on rêve toujours? Alors, évidemment, la question est un peu générale, mais parce que parfois, ça nous est tous arrivé de nous dire: «Bah, cette nuit, j'ai pas rêvé». Alors, probablement parce qu'on ne s'en souvient pas. On s'en souvient pas ou on a pu ne pas rêver? Je parle d'une nuit «normale» entre guillemets, je parle pas d'une sieste d'une demi-heure et cetera. Je parle d'une nuit, voilà. Alors, a priori, le rêve étant la manifestation d'une activité du cerveau,
Tous les cerveaux à peu près normalement constitués ont une activité pendant la nuit, comme d'ailleurs tous nos organes, hein, toutes nos fonctions, vitales sont assurées pendant le sommeil, même si nous ne les commandons pas consciemment. On sait que, les gens qui ont des graves lésions du cerveau, peuvent être en effet empêchés de rêver et à l'inverse, il y a eu des régimes ou des époques où, une torture était d'empêcher les gens de dormir pour ne pas qu'ils rêvent, en fait et ça crée des très, très graves perturbations. Ouais, oui, j'ai lu sur le sujet des articles qui parlent des premières lésions au bout de 3 jours de sommeil empêché, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne dort pas vraiment du tout pendant 72 heures, alors cette activité est empêchée et là commencent les problèmes psychologiques qui peuvent être irréversibles. L'idée étant qu'un rêve a une fonction régulatrice pour l'organisme. Alors on en parlera, tout au long de l'émission. Mais nos rêves ont plein de fonctions et une des fonctions principales, c'est de traiter, de retraiter l'information, et donc toutes les émotions associées, hein. C'est pour ça que dans les grands traumatismes, par exemple, il y a des rêves extrêmement violents dont on se souvient. C'est comme si le cerveau, pendant la nuit, continuait à faire son travail de digestion d'un stress ou d'une énergie, en fait, qui aurait été, trop importante à traiter sur le moment. Donc si je comprends bien, on peut, même si évidemment on ne peut pas vérifier, on peut faire l'hypothèse que, sauf troubles psychiatriques graves, par exemple, je fais une parenthèse, euh, j'ai lu que les personnes qui étaient tueurs en série, psychopathes notoires, euh, avaient cette particularité de peu ou pas rêver et de passer directement à l'acte, comme si le rêve, chez chacun d'entre nous, avait aussi une fonction de tampon par rapport à certaines pulsions. Absolument, oui, oui, tout à fait. C'est très logique tout ça. Euh, donc, a priori, tout le monde rêve. Alors, je vous rappelle ce que j'ai noté, comment se rappeler de ses rêves. Alors, une chose est de le vouloir, éventuellement d'associer ça à un acte, par exemple un verre d'eau, euh, par rapport auquel on se délivre un message qui est: je me souviendrai de mon rêve quand je boirai la deuxième partie du verre. Donc, le vouloir et faire quelque chose qui va avec. Euh, Quand on note ses rêves le matin, on n'est pas obligé de tous noter, mais un ou deux mots-clés qui peut faire revenir toute la suite du rêve. Et ne pas oublier que c'est le matin, quand on n'est pas trop loin de son réveil, qu'on est le plus disponible. Est-ce que on peut programmer un rêve? Oui, oui, oui. Alors, on peut programmer un rêve. Il y a des techniques très intéressantes de ce qu'on appelle le rêve lucide. On peut programmer un rêve. Il faut savoir qu'en Grèce antique, il y avait des temples qui étaient dédiés aux rêves et où les rêveurs ou les sujets allaient faire des méditations pour trouver la réponse à leurs questions. Et c'est quelque chose qui fonctionne. On sait d'ailleurs que des très grandes découvertes ont été faites, sans parler de créativité, hein, de d'œuvres d'art qui naissent, pendant des rêves. On rêve de quelque chose, on se dit: «Oh, il faut que j'écrive ça, il faut que je compose ça, ou il faut que je construise ça». Hem Les rêves peuvent nous permettre de trouver la réponse à des questions très, très importantes. Alors peut-on les programmer? Oui, si on se demande, si on cherche une réponse à quelque chose, on interroge notre inconscient et il va, coopérer d'une façon ou d'une autre et nous aider à nous approcher d'une réponse. Alors après, ce qui va être compliqué, évidemment, et c'est pour ça que nous faisons cette émission, c'est d'apprendre à le décrypter parce que cet inconscient a un langage qui est absolument poétique et magique, mais parfois, qui nous semble extrêmement absurde. Il va falloir apprendre à parler son langage. Et ça, c'est tout un chemin, intéressant. Une dernière chose pour la programmation des rêves, ce qu'on appelle le rêve lucide. L'idée du rêve, enfin l'idée du travail et de la familiarisation avec les rêves étant, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller accroître vraiment ces connexions que nous avons entre notre conscience et notre inconscient. Notre inconscient, je vous le répète, étant un réservoir de beaucoup de choses, bien sûr, de pulsions, de ressources, etc., mais aussi d'une sagesse très très importante qui peut nous aider à nous diriger vraiment avec efficacité dans la vie. Et plus on va apprendre à garder le chemin ouvert vers cette mine d'or, plus on va pouvoir s'épanouir dans notre vie et puis surtout se réaliser. Alors,
l'idée, c'est que plus on est conscient de nos rêves et plus on apprend à les comprendre et à nager avec eux, si je peux dire, plus ça va être facile. Alors, plus on les connaît, on les comprend, on les écoute, plus on met de la conscience dans nos rêves. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un moment où on va être conscient qu'on rêve. Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire un cauchemar et de vous dire: «Oh là là, ce monstre va me manger, il faut à tout prix que je me réveille», hein. Certaines personnes ont vécu ça et en effet, on se réveille et au réveil, on se souvient qu'on a eu à un moment donné cette conscience dans le rêve, c'est paradoxal, hein, cette conscience au milieu de cette inconscience formidable qu'est le sommeil. On a ce réflexe dont on se souvient au réveil, qui est de dire: «Mais c'est pas possible, ça n'existe pas, je n'y crois pas, c'est un rêve, il faut que je me réveille». Ce qui veut dire qu'on a une certaine, heu, conscience qui est présente dans ce rêve et tout le travail sur les rêves va être d'aller développer ça pour pouvoir être aussi acteur de nos rêves. Alors, nous sommes sur Radio Terrazen avec Anne-Catherine Sabas qui nous parle des rêves ce soir. Et je vous rappelle que notre prochaine émission, toujours sur le même thème, de 21h à 22h, aura lieu mardi 6 octobre, donc dans 2 semaines. Alors, je vous propose de prendre tout de suite le premier fragment de rêve qui nous a été envoyé par elle. Je préfère ne pas dire le nom des gens pour des raisons de confidentialité évidentes. Alors je le lis tel que cette personne nous l'a écrit. Cela fait 2 fois en à peine 15 jours, j'entends un bébé qui pleure, qui hurle même, et qui frappe à ma porte. Je n'ouvre pas. Je me dis que les parents de ce bébé vont s'en occuper. S'agit-il de mon enfant intérieur? Comment puis-je interpréter ce rêve? Merci. Alors, une petite chose concernant ce qu'on appelle les rêves récurrents. La personne qui nous envoie ce rêve, et je la remercie de sa confiance, nous dit ça fait 2 fois en 15 jours. Nos rêves, comme je vous le disais tout à l'heure, étant une manière de traiter ou de retraiter ou de digérer une information, tout ne peut pas être digéré en une fois. Et si notre inconscient a vraiment besoin de nous délivrer un message, euh, il remarque que nous ne comprenons pas toujours tout du premier coup, et il a donc besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc les rêves récurrents sont vraiment à prendre très très au sérieux. Il s'agit d'un message qui nous est envoyé vraiment de nos profondeurs, et tant que nous n'aurons pas pu intégrer ce message, ou au moins une partie, dans notre vie consciente, l'énergie qui est restée bloquée quelque part va continuer à frapper à la porte de notre conscience, hein. Voilà, c'était une petite parenthèse puisque la personne disait qu'elle elle avait rêvé 2 fois en 15 jours. Alors, ce qu'il y a de formidable dans ce rêve, c'est que la personne donne évidemment une grande partie de la réponse, et c'est souvent ça dans l'analyse de rêve. On sait que la façon dont on va le raconter parle déjà de comment on le vit profondément. C'est pour ça que c'est toujours celui qui raconte le rêve qui est le mieux placé pour l'analyser. La personne demande: est-ce qu'il s'agit de mon enfant intérieur? Alors évidemment, j'aurais tendance à lui dire oui. Une autre parenthèse, comme vous le voyez, cette émission est faite vraiment pour essayer de répondre pas seulement à la personne qui a envoyé son rêve. Les circonstances de nos vies nous donnent des indications très très importantes. Rêver d'un bébé pour quelqu'un qui vient d'accoucher, c'est évidemment pas la même chose que de rêver d'un bébé pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui ne veut pas en avoir. C'est-à-dire que une question que je poserais à cette personne si elle était en face de moi, c'est: est-ce que vous avez des enfants, hein? Parce que cet enfant qu'elle nomme son enfant intérieur, et évidemment j'ai tendance à privilégier cette piste, il peut s'agir de son enfant à elle ou d'un enfant qu'elle aurait vu, hein. Alors si vous rêvez d'un bébé qui pleure, demandez-vous: est-ce que le bébé des voisins pleure? Est-ce que quelqu'un que vous connaissez, un enfant en bas âge, a un enfant qui est en souffrance? Et une fois que vous aurez éliminé ces pistes-là, c'est-à-dire les pistes vraiment concrètes, réelles, qui existent dans votre vie réelle, on va pouvoir passer au niveau symbolique. Et le niveau symbolique, en effet, c'est notre enfant intérieur. Quelle est cette partie de cette personne qui hurle en elle et qui lui demande peut-être de s'intéresser à elle? Et la question, je crois, que cette personne se pose, c'est: s'agit-il de son enfant intérieur? Et il me semble qu'elle me dit
qu'elle se dit que les parents devraient s'en occuper ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez, Olivier, relire le rêve exactement? Bien sûr, je le relis entièrement. Ça fait 2 fois en à peine 15 jours. J'entends un bébé qui pleure, qui hurle même, et frappe à ma porte. Je n'ouvre pas. Je me dis que les parents de ce bébé vont s'en occuper. Voilà. Alors, je n'ouvre pas et je me dis que les parents vont s'en occuper. Alors, quand il s'agit de notre enfant intérieur, la plupart du temps, nous sommes censés être ses parents, hein. C'est-à-dire que dans la réalité, tous les parents du monde ont été défaillants à un moment ou à un autre, et il est évident que tous les enfants que nous avons été ont à un moment donné pleuré sans que leurs parents ne puissent intervenir. Alors il est possible que ce rêve aussi parle d'un traumatisme, d'un souvenir que cette personne aurait eu, d'un moment de détresse profonde quand elle était enfant, et où elle s'est sentie abandonnée, pas soutenue, etc. C'est tout à fait possible, et comme pour la plupart des traumatismes, il suffit en général de, d'accepter d'entendre cette émotion et de la laisser passer pour pouvoir l'apaiser. Maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut en effet que cette personne puisse devenir ce parent qu'elle aurait aimé avoir et pouvoir entendre, hein, cette petite voix à l'intérieur qui pleure. Euh, on a en nous la capacité d'aller guérir beaucoup de choses nous concernant, des choses de notre présent, mais aussi de notre passé, à condition de les prendre en charge, d'accepter de les entendre. C'est-à-dire d'entendre cette voix qui parle en nous, qui est en souffrance, et qui voudrait qu'on s'occupe d'elle, qu'on s'intéresse à elle, en fait. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à la personne, c'est accepter tout simplement d'entendre, d'accueillir ces larmes et ces pleurs de cet enfant qui hurle peut-être simplement qu'il a besoin d'être regardé, d'être entendu, d'être apaisé, et vous verrez que quelque chose se passera, hein. Et ça peut prendre du temps, ça peut faire surgir des émotions aussi, mais cet enfant, n'oublions pas que c'est ce qu'il y a de plus fragile, mais aussi de plus fort et de plus vivant en nous. Et si nous acceptons d'aller guérir les souffrances de cet enfant, nous reprenons le contact avec toutes nos forces vitales, et avoir un enfant intérieur bien vivant dans notre vie, je peux vous assurer que c'est de la joie et de la légèreté, de la créativité au rendez-vous. Euh, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Euh, Lorsque dans un rêve, euh, les personnes qui composent notre rêve ne sont pas faciles à identifier, parfois on peut se dire, ah oui, il y avait quelqu'un là, un homme, une femme, ça me rappelle personne. Euh, je note qu'il y a toujours une question qu'il est utile de se poser, même si la réponse n'est pas évidente, c'est est-ce que par hasard cette personne ne serait pas moi? Et j'entends aussi on peut être moi enfin, comment dirais-je, plusieurs personnes peuvent nous représenter nous-mêmes dans un même rêve. Absolument, et je vais même aller plus loin, tout est nous dans un rêve. C'est-à-dire que notre rêve, quels que soient les événements que nous avons vécus dans la journée, parce qu'évidemment, il y a des rêves qui nous parlent de ce que nous avons vécu dans la journée. Nous avons pris le train, nous rêvons d'un train, nous avons perdu notre carte d'identité, nous rêvons de papier d'identité. Mais c'est nous le rêveur. Et c'est donc notre cerveau qui produit ça. Il le produit avec ce qu'il est, avec les parties de lui. Et donc, une des questions systématiques à se poser quand on se retrouve avec un rêve marquant, un rêve dont on se souvient parfaitement au réveil, c'est euh, cette personne, elle représente quelle partie de moi? Et c'est très intéressant de faire ça parce que on va là encore rentrer en contact avec des parties de nous qui souvent ont été négligées ou n'ont pas été assumées. C'est ce que euh, Jung appelait l'ombre, hein. L'ombre, c'est pas simplement les choses horribles dont on n'est pas fier, c'est aussi tout simplement toutes ces choses qu'on ne connaît pas. Et il y a des caps très importants de nos vies, par exemple, où des vocations peuvent émerger, ou des changements de cap peuvent émerger, parce que tout à coup, on a rêvé de je sais pas, que quelqu'un dans nos rêves faisait du jardinage, et on se réveille en se disant mais tiens, si je plantais des tomates. Hmm. Ce sont des rêves qui, qui nous apportent des fragments du chemin à emprunter, en quelque sorte. Euh, euh, j'ai une question qui est une question plus générale
sans sortir du rêve de Madame L, mais quid des rêves prémonitoires? Les rêves peuvent-ils prédire l'avenir? Et oui, bien sûr, les rêves peuvent prédire l'avenir. Certains, et certaines ont des capacités particulières à prédire les rêves. Le problème des rêves prémonitoires, c'est que tant que les choses ne se sont pas réalisées, on n'a pas la certitude que c'est prémonitoire. Heu, on peut petit à petit apprendre, pour les gens qui font des rêves prémonitoires, on peut petit à petit apprendre à sentir la tonalité du rêve. Il y a plusieurs sortes de rêves, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, mais en se familiarisant avec ses rêves, on arrive à un moment donné à sentir de manière assez juste et assez systématique si on est dans un rêve de guérison, si on est dans un rêve prémonitoire, parce que ce rêve a une couleur particulière. Oui, il y a des gens qui prédisent les rêves. Moi, ça m'arrive régulièrement de rêver de choses me concernant et qui concernent en fait un patient que je vais recevoir. Je me souviens d'un matin où j'avais rêvé que j'avais la jambe cassée, j'étais très embêtée, je m'étais dit: «Oh là là, il faut que je fasse attention pourvu que je ne me casse pas la jambe», et en fait, dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu une dame qui avait un plâtre, et c'est des choses qui arrivent, et il m'a fallu très longtemps pour comprendre que ce rêve que je faisais me concernant concernait une personne en fait que j'allais croiser. Voilà, ça me donne des pistes pour pouvoir aider mes patients. Ah, c'est intéressant, ça me rappelle ce que, alors je ne suis pas spécialiste de Jung, mais enfin de ce que Jung dit sur l'inconscient collectif, comme si parfois les messages de nos rêves, alors tout à l'heure on disait que certains personnages de nos propres rêves peuvent être nous-mêmes et probablement sont souvent nous-mêmes, même s'il y a plein de personnages, et à l'inverse, un rêve qu'on fait sur nous-mêmes peut très bien annoncer quelque chose à une autre personne, comme s'il y avait là une connexion entre les âmes assez mystérieuse et c'est assez excitant, je trouve. Il y a des connexions entre les âmes, et il arrive que 2 personnes rêvent de la même chose en même temps. Heu, Oui, alors peut-être ça vous est déjà arrivé en couple ou voilà de rêver de quelque chose et puis que votre conjoint ou conjointe vous dit ah bah c'est marrant, j'ai rêvé de quelque chose qui est complémentaire, similaire, enfin qui a un rapport. Je vous propose qu'on passe à un autre rêve qui nous est envoyé par I. Alors, je vais le lire une fois et peut-être je le relirai une deuxième ou une troisième fois parce que bon, les auditeurs n'ont pas, enfin, ne prennent pas forcément de notes et voilà, c'est assez long. Je rêvais souvent que j'étais soit en train de boire un café à une terrasse, il y avait un peu de monde, le soleil brillait et soudainement, une main s'emparait de mon sac à main. Je me sentais seul, c'est une femme, et désemparé. Cette situation pouvait se réaliser aussi alors que j'étais en train de danser, dans un immeuble très loft, très moderne, où il y avait une exposition de peinture, très design, avec des couleurs vives et un peu de monde. voilà, donc il s'agit, si j'ai bien compris, d'un rêve, qui raconte une situation, mais qui peut avoir lieu dans des paysages différents, dans des cadres différents. Il y a une chose qui me frappe, en fait, dans ce rêve, c'est le paradoxe entre cette légèreté et ce plaisir apparent, hein. D'un côté, il est question d'une terrasse de café, où je crois le soleil Il y a du brille, monde, le où il y soleil a du brille. monde, on est bien, une terrasse de café sous le soleil, donc on pense plutôt à du plaisir, de la joie. Après, il est question d'une exposition de peinture, je crois, avec des couleurs vives, donc encore là quelque chose qui évoque, un moment agréable. La personne est en train de danser dans la deuxième situation. La personne en plus est en train de danser, ce qui est quand même plutôt qui amène un sentiment de liberté, de joie, de plaisir, de légèreté, et pourtant on lui vole son sac à main, hein, et je crois dans le premier rêve, elle dit qu'elle est seule et désemparée, C'est ça. et ça illustre bien la différence qu'il peut y avoir parfois entre une situation consciente et une situation inconsciente. On peut se retrouver parfaitement, d'ailleurs c'est ce qui illustre, vous savez, ces gens qui vous disent: «Mais je comprends pas, tu as tout pour être heureux». Bah oui, j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors il se passe là, pour la rêveuse, que, malgré ce plaisir apparent où tout a l'air bien, il y a du monde, le soleil brille, on lui vole son sac à main, et son sac à main, ça parle bien sûr de son intimité, ça parle aussi de son identité, hein. Dans un sac à main, qu'est-ce qu'on met? Alors, on met pas la même chose quand on est une femme ou un homme. Quand on est une femme, on met du maquillage, on met pas que ça d'ailleurs, mais
essentiellement, et le point commun de tous les sacs à main du monde, c'est qu'on y met nos papiers d'identité, notre portefeuille, donc notre argent, mais surtout ce qui a trait vraiment à notre identité. Se faire voler son sac à main, c'est se faire voler les clés de chez soi, son passeport, sa carte d'identité, son téléphone, là où on a tous ses contacts, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'identité profonde et de sa place donc dans la société. Et moi, si j'avais cette personne en face de moi, je lui demanderais: en quoi, madame, pensez-vous que votre façon de vous insérer dans le monde et de vivre et d'être en société avec les autres, heu, même dans des moments extrêmement faciles, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où vous êtes en train de vous perdre là? Hein? Est-ce que dans cette facilité apparente et dans ce plaisir et cette fluidité apparente, il n'y a pas un endroit finalement où vous sacrifiez ce que vous êtes profondément et où peut-être les autres, le soleil, le plaisir, les conventions, une recherche du bonheur, peut-être, le mot qui me vient c'est futile, ne vous oblige pas à sacrifier quelque chose de ce que vous êtes profondément. Et je demanderais, alors, mais où est-ce qu'il est votre sac à main? Qui l'a volé? Hein? Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Qui l'a volé et pourquoi n'y avez-vous pas fait plus attention? Et le travail qu'on fera, c'est d'aller, alors il y a plein de techniques pour le faire, hein, de rêve éveillé, de sophrologie, etc. C'est vraiment un travail symbolique. C'est d'aller connecter qu'est-ce que j'ai perdu de ce sac à main, qui me l'a volé, pourquoi je me le suis laissé prendre et à quoi il faut que je fasse attention de mon identité profonde pour que je puisse enfin boire un café au soleil ou pas d'ailleurs. Peut-être que ce rêve dit, faut arrêter ce genre de truc, prenez le temps d'aller retrouver votre sac à main, d'aller vous retrouver profondément. Euh, donc il y a des rêves qui, tout à l'heure on parlait de rêves qui peuvent annoncer l'avenir d'une certaine manière, donc certains rêves peuvent être, comment dirais-je, des éléments de solution à un problème, et d'autres comme celui-là sont plutôt, le rêve pose un problème, ou en tout cas pose une question. Parce que effectivement la personne est dans une situation qui est deux fois de suite, alors à une terrasse de café, et ensuite en train de danser, où il y a du monde, dans une situation de bonheur, et crac, quelque chose vient interrompre ça, et c'est une main, c'est personne en fait, enfin, c'est une main. Est-ce que, pour rebondir sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que dans ce rêve, la personne pourrait être aussi la main? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là, le fait d'être partout dans son rêve? Bah, oui, 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 bien sûr, la personne peut être la main. Là, il y a des gens qui savent très bien saboter des moments de bonheur, par exemple, mais dans la mesure où c'est la personne qui rêve, si on lui vole son sac à main, a priori, c'est qu'elle n'y a pas fait attention. Hein, si vous allez dans un café, où il y a du monde, surtout à une terrasse, à certains endroits et que vous laissez votre sac à main par terre à 50 centimètres de vous, dans la réalité, il est possible qu'on vous le vole. Mm. Donc la question à se poser, c'est à quoi je fais pas attention de moi, hein? Mon sac à main, c'est précieux, c'est moi, c'est mon intimité, c'est mon argent, c'est mes papiers, c'est les choses, c'est peut-être des souvenirs. Dans un portefeuille, on a des photos des gens qu'on aime, on a nos clés, etc. Euh, Qu'est-ce qui, en moi, a permis que cette chose se passe? Et puis, je rajoute quelque chose aussi, et qui là, qui n'est pas du tout symbolique, c'est qu'évidemment, si la personne qui rêve s'est fait voler son sac à main il y a une semaine, et ça, c'est des questions évidemment que je pose à quelqu'un qui me raconte un rêve. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de concret? Parce que des fois, on s'embarque dans une interprétation symbolique, et puis au bout d'un moment, la personne nous dit: ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai perdu mon sac à main hier. Bon, alors, perdre, pardon, perdre son sac à main, c'est évidemment un traumatisme. Donc le rêve parle tout simplement de ça. Oui. Alors je crois qu'il est important de, de- de rappeler que, enfin, à mon avis, dans l'interprétation des rêves, on évolue entre des symboles qui pourraient être des symboles généraux, communs à tout le monde, collectifs, et des images qui sont propres à la personne. Par exemple, le sac à main, euh, euh, tel auditeur pourrait nous dire, attention, je vous rappelle que le sac à main, il faut vraiment voir ce que représente le sac à main pour cette personne en particulier. C'est vrai, mais probablement
le sac à main contient ses clés, contient son identité, et donc il y a tout de même dans cette image une part qui peut être largement partagée par tout le monde. Alors, je dis ça parce que entre deux caricatures, la première serait de dire si on rêve de toile d'araignée, c'est parce qu'on a une mère possessive, et si on rêve de chute, c'est que, etc. Donc là, c'est des grands symboles, mais qui sont peut-être trop généraux. Et d'un autre côté, si on attend d'avoir une interprétation complète et des associations complètes par la personne de tous les éléments de son rêve, alors on commence jamais. Donc probablement, à chaque interprétation de rêve, on se situe quelque part entre le général et le particulier. Et j'entends que pour affiner l'interprétation, vous auriez besoin d'entendre la personne sur un certain nombre d'éléments de son rêve. Voilà, et souvent je demande, parce qu'il y a des patients avec qui on travaille exclusivement avec les rêves, et c'est passionnant parce qu'en fait nos rêves racontent ce qu'on est, hein. C'est aussi, heu, utile et puissant en fait de travailler en psychothérapie simplement avec l'analyse de rêve que d'aller raconter ces histoires d'enfance et cetera. Mais je pose toujours la question, le sac à main pour vous, ça qu'est-ce que ça évoque? Alors la personne, si elle travaille dans une maroquinerie par exemple, ça n'évoquera pas la même chose que si, elle a passé, 5 ans à faire du trek, sur les routes avec un sac à dos où elle avait juste une gourde et 3 Kleenex. Voilà, donc oui, c'est important de comprendre le champ de la personne. Petite, vous disiez quelque chose d'intéressant sur les rêves, collectifs, en fait, les symboles collectifs. Moi, j'ai vu des gens, et ça c'est magnifique, qui n'avaient pas de culture du symbolisme et qui tout à coup arrivaient avec un rêve qui parlait d'un dieu dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et quand on regarde dans un dictionnaire des symboles, par exemple, on s'aperçoit que là, il nous parle d'un archétype, en fait, qui existe dans une tribu du fin fond de je ne sais pas où. Je pense, enfin bon, je pourrais citer plusieurs exemples, mais le temps passe, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais notre inconscient, en fait, va nous donner des clés euh, qui parfois ne sont pas connues de nous-mêmes, hein. On va faire, par exemple, il y a des références historiques aussi. On va rêver d'un personnage célèbre dont on a à peine entendu parler, ou alors il y a 30 ans, et en allant se pencher sur l'histoire de la personne, on comprend pourquoi on a rêvé de cette personne-là, parce qu'elle nous dit quelque chose de nous. Alors je vous propose qu'on passe à un troisième fragment de rêve qui nous a été envoyé par B. Il y a une majorité de femmes d'ailleurs dans les personnes qui nous ont envoyé leurs rêves. Alors messieurs, n'hésitez pas à faire de même. Voici le rêve. Bonjour, je regarde deux personnages descendre en plongée, un adulte équipé en plongeur et un plus jeune sans équipement qui dit qu'il n'en peut plus. Puis je me retrouve comme au fond d'une grotte ou d'une cave. Un personnage est prisonnier, la tête dans une cage, les cheveux pris dans les griffes de ce que je pense être une chauve-souris, et sur la cage il y a un chat. Puis c'est moi qui ai un doigt mordu par un animal qui n'est plus une chauve-souris, mais qui a une dent et qui se colle comme une ventouse sur mon doigt. J'arrive à l'arracher, mais il revient, je me réveille. Par contre, aucune sensation de douleur, d'angoisse ou de peur, comme si je n'étais pas concerné. Alors peut-être vous avez besoin que je le Oui, relise il y a ou... beaucoup, beaucoup de choses dans ce rêve. Je vois que l'heure passe, donc je veux bien que vous le relisiez. Je vais essayer de dire l'essentiel de ce qui me vient. Je regarde deux personnages descendre en plongée, un adulte équipé en plongeur et un plus jeune sans équipement, qui dit qu'il n'en peut plus. Puis je me retrouve comme au fond d'une grotte ou d'une cave, un personnage est prisonnier, la tête dans une cage, les cheveux pris dans les griffes de ce que je pense être une chauve-souris, et sur la cage il y a un chat. Puis c'est moi qui ai un doigt mordu par un animal qui n'est plus une chauve-souris mais qui a une dent qui se colle comme une ventouse sur mon doigt. J'arrive à l'arracher mais il me revient, je me réveille. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent là. Tout d'abord, c'est ce symbole de la chauve-souris qui me fait penser pour ceux qui connaissent les cartes du tarot, qui me fait penser au pendu, l'arcane 12, qui a la tête en bas. La chauve-souris, elle est à l'envers. Alors, la chauve-souris, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle elle vit, elle, elle sort la nuit. Elle est à l'envers, elle sort la nuit.
elle a la tête en bas, elle est associée au monde des ténèbres, des vampires, etc. Et ces plongeurs aussi, hein, ils ont la tête en bas, ils descendent dans les profondeurs. Donc là, pour moi, ces rêves parlent vraiment d'une descente dans les profondeurs de la psyché. Euh, un des deux plongeurs au départ dit qu'il n'en peut plus, mais pourtant il y arrive quand même, puisqu'après la rêveuse se retrouve à un endroit où elle voit quelqu'un dont la tête est prise, on reviendra là-dessus après. Donc il est question d'un processus, nos rêves parlent d'un processus psychique, parfois on monte une montagne, parfois on descend dans les profondeurs, et ce qui est positif, c'est que la personne dit à la fin qu'elle ne souffre pas, hein. Donc elle ne souffre pas, c'est intéressant parce que c'est comme si ça venait dire que ce processus, même s'il est un petit peu effrayant quand même, on descend, on étouffe, on n'en peut plus, on se fait mordre, il y a des chauves-souris, bon, il y a des choses évidemment plus agréables à rêver, mais pourtant elle ne souffre pas. C'est comme s'il y avait quelque chose en elle qui savait que ce processus, cette descente dans les profondeurs est utile. Jung parlait de la psychologie des profondeurs. Quand on va s'intéresser vraiment à soi-même, tôt ou tard, on débouche sur des abysses, sur des abîmes, on rencontre des monstres au fond, et c'est là évidemment où on va trouver la lumière. Alors, ne pas se décourager, on est dans un processus. Il y a cette personne dont la tête est prise et qui étouffe. Là encore, on rencontre, comme cette personne qui avait ce bébé qui hurle, on rencontre quand on va s'intéresser à toutes les parties de nous qui parlent, qui ont besoin d'être entendues, d'être libérées, d'être guéries et d'être amenées à la lumière, c'est-à-dire que notre conscience amène suffisamment d'énergie, en fait c'est une question d'énergie tout ça, amène suffisamment d'énergie pour leur permettre de se développer comme elles doivent se développer. On va les trouver parfois, on a l'impression qu'on est dans des impasses, il y a des monstres en souffrance, des gens pris, etc. Moi, je proposerais à la personne de rentrer vraiment en contact énergétique avec cette personne dont la tête est prise, hein. Qu'est-ce que c'est en elle, ça? Et même si la réponse n'arrive pas tout de suite, là encore, émettre l'intention d'aller libérer cette partie d'elle, hein, évidemment c'est une partie d'elle, d'aller libérer cette partie-là va petit à petit créer une ouverture, créer une libération. Une autre chose encore, et puis après on passera peut-être à un autre rêve, cette chauve-souris, alors la chauve-souris, hein, elle est la tête en bas, donc elle vit quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. L'arcane 12 du tarot parle de ça aussi, hein, vraiment le lâcher-prise. Je rappelle au passage que la plupart des enfants, sauf ceux qui naissent par césarienne ou qui se présentent par le siège, naissent la tête en bas. C'est-à-dire que être la tête en bas, c'est vraiment lâcher prise et accepter de naître à quelque chose de nouveau. Donc évidemment, ça fait peur. Ça fait peur. En plus, il y a des chauves-souris, le monde de la nuit. Mais c'est accepter de passer par un passage où nos repères vont être modifiés. Et cet animal qui mord, l'animal qui mord dans les rêves, c'est souvent un initiateur. Il y a beaucoup de rêves de serpents comme ça. Il y a, bon, il n'y a pas très longtemps, j'ai rêvé d'un chien qui me mordait la cuisse. Euh, c'est une rencontre avec quelque chose qui vient nous provoquer un choc, nous provoquer un, une espèce d'alchimie, parce que la morsure, c'est quelque chose qui vient nous modifier, c'est comme un tatouage en fait, c'est quelque chose qui vient nous modifier profondément, comme si cette chauve-souris qui vient du monde de la nuit, des profondeurs, tout ça toujours sur un fond de plongée, un plongée sous-marine, on descend, on descend, on descend, cette chauve-souris, elle venait à un moment donné amener une empreinte, comme si la personne pouvait ensuite, et c'est probablement ce qui va se passer dans son processus, comme si dans son processus, après avoir été mordu, c'est-à-dire touché, marqué par cette marque de quelque chose de, je ne vais pas dire des ténèbres, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que c'est un truc négatif, le diable et tout ça. Ces ténèbres, c'est ces choses en nous qu'on n'a pas encore rencontrées, hein, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. Et aller rencontrer ça, c'est mettre de la lumière. Et après, la remontée peut se faire. Il y a de fortes chances que si ce processus est bien intégré, accepté, accompagné,
la personne puisse rêver, ça arrive souvent dans les jours qui viennent, que petit à petit, elle recommence, elle remonte à la surface de l'eau ou que le mouvement inverse s'amorce. Oui, elle dit c'est moi qui ai le doigt mordu par un animal, qui n'est pas une chauve-souris, mais qui a des dents et qui se colle comme une ventouse. J'arrive à l'arracher, mais il revient. Donc, euh, si on fait l'hypothèse de cette interprétation symbolique d'initiation, ça veut dire que peut-être que la personne est appelée par quelque chose. La question est de savoir peut-être de quel genre d'initiation il s'agit, mais en tout cas, la personne veut arracher l'animal qui est mort, mais l'animal revient comme si le message c'était non, je ne te lâche pas, il y a quelque chose à comprendre. Et je- autre chose, vous parliez de cauchemar, et ça me fait penser au fait que, alors, cauchemar, c'est un terme qu'on emploie lorsque les émotions qu'on éprouve sont pas forcément très agréables. Alors, c'est sûr, quand le rêve est joyeux, on dit pas un cauchemar, mais mettons quand on a peur, quand on est triste, quand on est en colère, éventuellement, on peut dire c'est un cauchemar. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vécu désagréablement. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'un cauchemar n'est pas forcément, entre guillemets, un mauvais signe. Il peut même être tout à fait autre chose, et même un très bon signe. Ouais, je dis souvent à mes patients avec alors, ils connaissent, ils savent que j'aime bien rire et dédramatiser certaines choses. Donc je leur dis souvent: «Ah chouette, un cauchemar, rassurez-vous, c'est les rêves les plus thérapeutiques qui soient» et j'ajoute bien sûr, parce qu'évidemment je me réjouis pas qu'ils arrivent, malheureux ou tristes ou apeurés, mais hem, ces rêves ont vraiment des potentiels si on sait les regarder, les écouter et sont souvent très, très libérateurs. En tout cas, même s'ils ne le sont pas sur le moment, ils attirent vraiment notre attention sur des choses que nous devons intégrer, que nous devons digérer. Et ça me fait penser aussi, l'interprétation de ce rêve que vous faites, au fait que interpréter un rêve, comment dirais-je, trop au degré 1, euh, ça risque de nous faire passer à côté de l'essentiel du rêve. Par exemple, être la tête en bas euh, est un symbole de descente des profondeurs, euh, selon Jung par exemple ou d'autres, alors que si on le prend au degré 1, être la tête en bas, c'est pas très agréable, on n'est pas dans sa position naturelle, etc. Donc la part de symbole est quand même très importante et le degré 1 peut nous faire passer à côté de l'essentiel dans un rêve. Voilà, et puis on peut aussi voir une autre piste, mais là encore, je n'ai pas la personne en face de moi, je ne connais pas son histoire, mais une autre piste aussi qui pourrait être, alors là, plus de degré 1 dans ce rêve, c'est que la personne se retrouve successivement la tête en bas en disant quand même je n'en peux plus, donc elle vit quelque chose de difficile, elle n'est pas équipée, hein, c'est comme si elle était confrontée tout à coup à une espèce de descente aux enfers où elle n'est pas prête et elle a peur d'étouffer, elle a peur de mourir. Hein. Et puis après, elle a une espèce de petit monstre chauve-souris, enfin en tout cas un animal qui s'accroche à son doigt et qui ne veut pas la lâcher, qui est un vampire. Hein qui lui bouffe son énergie, qui lui suce son sang, en fait, comme une ventouse. Une ventouse, ça, voilà. Donc, évidemment, on va se poser la question, qu'est-ce qui, dans ma vie, me bouffe mon énergie Qu'est-ce qui me met la tête en bas euh, Voilà, et bien sûr, comment sortir de ça. Dernière chose sur ce rêve, et après on va passer à un autre. Euh, la personne qui, je regarde deux personnes descendre en plongée, un adulte équipé et un plus jeune sans équipement. Ça me fait penser, alors je suis de l'école analyse transactionnelle qui parle du parent, de l'adulte et de l'enfant, qui sont trois parties de la personnalité, on peut les appeler différemment. Mais peut-être aussi que dans ce cas, la personne est elle-même les deux personnages, dont une partie d'elle-même est équipée en apparence et que une autre partie d'elle-même a en réalité peur ou quelque chose comme ça d'une situation. Oui. Nous sommes sur Radio Terrazen, la radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Je vous rappelle que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas ce soir jusqu'à 22 heures pour une émission consacrée aux interprétations des rêves. Alors je vous propose alors nous venons de recevoir deux rêves. Alors, le
problème, c'est qu'évidemment, il y a des personnes qui nous ont déjà écrit, donc je propose... Voilà. On va prendre un rêve de S, qui dit « Faire le rêve de faire voler toutes les pigargues de Stellaire, qui est mon totem chamanique, est un sacré rêve que je vis chaque soir, et chaque soir, c'est plus précis. » Je vous le répète parce que c'est un peu technique. Donc, cette dame ou ce monsieur, j'en sais rien, fait le rêve de faire voler toutes les pigargues de Stellaire. Alors les pigargues, c'est une race d'aigle, hein, enfin, sauf erreur de ma part. Faire voler toutes les pigargues de Stellaire, ça doit être une sorte de pigargue, qui est mon totem chamanique. Est un sacré rêve que je vis chaque soir, et chaque soir, c'est plus précis. Bon, alors évidemment, moi j'adore ce rêve. D'ailleurs, je vous renvoie à mon livre Découvrez votre animal totem aux éditions Hellebore. C'est un rêve très particulier parce que, d'ailleurs, je me demande même si c'est un vrai rêve, hein, si la personne qui envoie ça parle d'un rêve où elle dort, hein, ou alors est-ce que c'est une expérience chamanique Un en vœu, fait. en fait, hein. Alors ça peut être, oui, un vœu, un souhait, mais ça peut être aussi un, un état modifié de conscience, on va le dire comme ça. D'accord. Alors, il n'y a pas vraiment de question, en fait, dans ce que dit la personne. Donc, je ne vais pas répondre à une question, mais je profite, en fait, de ce rêve pour parler des animaux, en fait, et des totems chamaniques. L'aigle, bien sûr, et tous les oiseaux, en règle générale, sont associés au monde des airs et donc de la pensée et de l'inspiration. Certains voyaient en eux des défunts, certains voient en eux des anges. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les oiseaux viennent du ciel et nous mettent en connexion avec des esprits supérieurs. L'aigle n'étant pas le moindre, puisqu'il est réputé voler en regardant le soleil. Et dans certaines traditions, l'aigle, avec un grand A, est associé au créateur lui-même, hein, c'est-à-dire à une figure de Dieu, en fait. Voilà. Alors, quand on rêve d'aigle, évidemment, ce qui est important, comme dans chaque rêve chamanique ou chaque rêve d'animal, c'est vraiment d'aller rentrer en contact avec l'énergie de cet oiseau, qui a certainement beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà ce que je peux dire en fait sur ce rêve. Un totem étant un esprit, étant une énergie qui nous accompagne, qui peut nous enseigner. Les oiseaux sont évidemment des enseignants, mais qui peut aussi nous accompagner, nous prévenir de certaines choses, hein. Les oiseaux sont très très doués pour prévenir. Je rappelle qu'Anne-Catherine écrit Découvrez votre animal totem aux éditions Hellebore, livre qui est sorti assez récemment, donc sur la connexion qu'il peut y avoir entre soi et un certain nombre d'animaux qui ont plein de choses à nous J'en profite apprendre. pour faire un coucou à mon amie Josine qui m'a envoyé des belles plumes d'aigle au moment où j'écrivais ce livre. Alors je vous propose un quatrième rêve. Il nous reste 7 minutes, un peu moins. Alors, je vous lis Mon défunt ami me fait une demande en mariage. En tout cas, c'est sous-entendu. Mon défunt ami me fait une demande en mariage en me disant « Après toutes ces années !» Précision, il est décédé il y a 3 ans et demi. Il m'offre une chevalière en argent. À mon doigt, j'ai une bague noire avec un petit diamant. J'en ai déduit que j'arrivais à la fin de mon deuil et qu'il me laissait libre. Autre rêve. Je fréquente des hommes où je sors avec eux. Chaque fois un homme différent physiquement, mais dans mon rêve, relation sérieuse. Des fois la relation n'a pas démarré, des fois si. Une fois, vu un homme accompagné d'un petit garçon, ils étaient typés asiatiques. Cette nuit, dans mon rêve, c'était le mari d'une de mes amies qui me faisait la cour. Plus tard, dans ce même rêve, je serre dans mes bras mon superviseur de travail en lui disant que je tiens beaucoup à lui. Il me répond « Je t'aime tellement ». Sensation bizarre au réveil, ces deux hommes sont pris et ne m'intéressent pas. Encore un rêve d'homme, mais avec un ami que je vois souvent dans la vraie vie. On s'est embrassé fougueusement entre nous une petite barrière en bois. Alors c'est assez long, mais bon.
Alors, ce qui est Allons-y. intéressant et dans nos rêves, enfin, quand on veut analyser un rêve, on fait évidemment attention à la façon dont on les raconte. Hein, parce que c'est nous qui rêvons, enfin, c'est la personne qui raconte le rêve et la façon dont elle le raconte, déjà, pose vraiment le cadre. La personne qui nous a envoyé ses rêves, puisqu'il y en a plusieurs, les a envoyés à la suite et tous parlent de choses qui convergent dans un sens. Le premier rêve où il est question de son défunt ami, en effet, elle demande: est-ce que j'ai fait mon deuil? Alors, à première vue, on pourrait dire oui, mais moi, j'aurais tendance, quand je vois les rêves qui suivent, à nuancer un petit peu ma réponse et à proposer à la rêveuse de prendre vraiment en main la fin de ce deuil. Euh, Cet ami lui dit, en gros, qu'il la demande en mariage, je crois, ou après toutes ces années, C'est ça. il lui offre une bague, hein, qui est quand même un symbole d'union. Euh, alors, l'aspect positif, quand on a perdu un être cher, il est évident que c'est important de sentir qu'il est encore avec nous, qu'il est encore dans notre cœur et que quelque part il est toujours vivant. Et ça, c'est un beau cadeau qu'il lui fait. Mais c'est un cadeau qui peut la lier aussi à quelqu'un qui n'est pas là et avec qui elle ne pourra plus vivre quelque chose dans sa vie quotidienne. Tous les rêves qu'elle décrit après parlent de l'impossibilité de construire quelque chose en fait avec quelqu'un qui est vivant. Il y a un rêve avec un de ses amis où ils sont séparés par une barrière. Il y a des rêves où des hommes qui lui font des avances sont euh, pas disponibles. C'est ça. Et finalement, la rêveuse ne comprend pas. Moi, ce que je comprends dans le rêve, c'est que la vie est en train de lui dire, il y a cet homme que tu as aimé, qui t'a aimé et qui, de là où il est, t'aime toujours et qui veut ton bonheur. Et il serait peut-être temps que tu puisses recevoir dans ta vie et dans ton cœur l'amour d'un autre homme. Hein, parce que ses rêves parlent de personnes qui lui font des avances, qui lui disent je t'aime tellement. C'est son patron, il y a cet ami. euh, c'est comme si tous ces hommes dans ses rêves qui sont des symboles, alors après on pourrait analyser ce que représente le mari de sa copine, ce que représente le patron, ce que représente l'ami, etc. Mais je ne crois pas que ça ait grande importance. Ce qui est important, c'est que la vie est en train de lui dire regarde comme tu es aimé, regarde comme il y a euh, de l'amour d'un homme qui est quelque part potentiellement là pour toi et qui attend peut-être que tu ouvres tes yeux, que tu ouvres ton cœur, que tu puisses définitivement dire au revoir à cet ami que tu as aimé et qui est maintenant sur un autre plan et son amour va continuer à t'accompagner, mais maintenant il laisse la place pour que quelqu'un de bien vivant puisse venir dans ta vie. Mhm. Elle ajoute sensation bizarre au réveil. Ces deux hommes sont pris et ne m'intéressent pas, avant de parler de l'ami duquel elle est séparée par une barrière. Alors, donc, pour terminer, ce rêve est en fait plusieurs rêves, mais qui ont un sens qui se complètent. Hmm. Alors, nous approchons de la fin du terme de cette émission. Nous allons donc clore sur l'interprétation des rêves. Nous n'avons pas eu le temps d'interpréter les rêves de toutes les personnes qui nous les ont envoyés. Alors nous le ferons la prochaine fois. Et je vous invite à nous envoyer encore une fois sur le site radio-terrazen tout attaché.net sur le bouton poser une question vos rêves pour l'émission du mardi 6 octobre que nous ferons avec Anne-Catherine toujours sur le même thème donc. Comme vous le voyez, le sujet est très riche et en une heure, on a évoqué trois ou quatre rêves, sachant que, bien sûr, on aurait pu en parler plus longtemps. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et je vous invite donc à nous retrouver la prochaine fois avec Anne-Catherine, dont je vous rappelle le numéro de téléphone si vous êtes intéressé par une approche thérapeutique comme elle en a le secret. 06 08 94 81 46, 06 08 94 81 46 et son site www.anne-catherine-sabas
avec un seul b.com. Les tirets sont du 6. Voilà, nous allons clore cette émission. Anne-Catherine, un mot pour terminer? Merci beaucoup pour vos questions intéressantes, Olivier. Je Merci. souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs et surtout, je vous souhaite de beaux rêves. Et n'oubliez pas les techniques d'Anne-Catherine pour s'en souvenir. Notez bien. Et à la prochaine fois. Bonne nuit à tous.